Philippe Gilles, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur et doyen de la faculté des sciences économiques de l'Université de Toulon. Et vous êtes surtout l'auteur de ce livre, L'actualité des textes fondateurs. Alors, dans votre ouvrage, vous reprenez les passages des livres phares des trois pères de la théorie économique, Adam Smith, Karl Marx et Keynes, parce que selon vous, il faut revenir à la source car ces textes sont de moins en moins lus par les étudiants, notamment. On lit plutôt les analyses qui ont été faites de ces textes par des gens qui parfois n'ont peut-être pas lu eux-mêmes d'ailleurs ces textes-là. Et c'est un problème, donc vous essayez d'y remédier. Oui, absolument, c'est un paradoxe que nous avons, c'est-à-dire que ces textes sont largement lus, commentés, ils correspondent également à la réalité concrète finalement des choses et donc ils sont d'actualité sur ce plan-là, notamment dans leur passage méconnu. Et l'objet de ce livre, c'est effectivement quelque part de les réhabiliter dans leur action première, c'est-à-dire notamment l'action de lire les textes in statu nascendi, comme on dit, c'est-à-dire de manière originelle. Et est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples qui font écho à l'actualité, par exemple, et qu'on peut retrouver dans votre ouvrage ? Oui, par exemple, là, on parle beaucoup de fiscalité à l'heure actuelle, et dans le livre 5 de La richesse des nations, par exemple, il est défini de manière très moderne le consentement à l'impôt et l'équité finalement devant celui-ci, notamment finalement la progressivité de cet impôt et le fait finalement qu'un citoyen ne peut consentir à l'impôt que s'il voit finalement la traduction réelle de ceci finalement sous la forme par exemple de financement de biens publics, par exemple. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est qui pose des controverses, puisque les gens, si on suppose d'une certaine manière qu'ils sont honnêtes, d'une certaine manière dans leurs revendications, se rendent bien compte finalement qu'il y a à la fois une inéquité dans la répartition des efforts, en tout cas ils le ressentent comme tel, et ils ne voient pas forcément par rapport à cette pression fiscale accrue, d'une certaine manière, la résultante en termes d'efficacité des services publics, par exemple. Alors, dans votre livre, vous abordez notamment certains aspects peu connus, comme le rôle de l'éducation, comme formation à la citoyenneté dans la richesse des nations d'Adam Smith. Oui, ça fait partie justement des interprétations qui sont, si ce n'est fausses, en tout cas tendancieuses. Smith n'accorde pas, du point de vue du bien public que constitue l'éducation et donc le nécessaire financement de celui-ci, une formation professionnelle, par exemple, une adéquation plus forte au marché du travail. Certes, il en parle, mais de manière souvent allusive. Ce qu'il fonde par l'éducation, c'est la citoyenneté, c'est-à-dire évidemment le soubassement même finalement du principe démocratique. En fait, ce qu'on retrouve aussi chez les trois auteurs dont vous parlez, c'est le rôle de l'État. Absolument, c'est un trait commun, même si bien évidemment les acceptions du rôle de l'État et de son contour, d'une certaine manière, sont différentes selon ces auteurs-là. Mais on ne peut pas concevoir le système, d'ailleurs c'est singulier chez Smith, puisque jusqu'au livre 4 de La richesse des nations, il parle d'un système simple de la liberté naturelle, simple et facile d'ailleurs selon la traduction, alors qu'il ne parle plus de simplicité et de facilité dans le livre 5. Pourquoi ? Parce qu'il voit bien finalement la nécessité de l'État. Il y a aussi finalement quelque chose qui correspond peut-être aussi à l'actualité, c'est la régulation, l'encadrement des comportements et des anticipations des agents finalement chez Keynes. Autrement dit, on ne peut pas présenter simplement le rôle de l'État par la politique économique, mais également par l'influence que cette action peut avoir sur l'encadrement et la coordination des comportements pour éviter précisément des erreurs ou des transgressions d'anticipation, si je puis dire. Mais alors, justement, avec ce livre, finalement, est-ce que ce n'est pas une critique de l'enseignement de la théorie économique que vous faites ? Qu'est-ce que vous en espérez ? Est-ce que vous espérez mieux former les étudiants en économie qui seront les économistes de demain et peut-être les conseillers du prince ? Alors absolument, c'est ça. Il y a une singularité en France que l'on peut retrouver dans d'autres pays, mais pas de pousser à cet extrême-là, d'une certaine manière. C'est que l'on constate que les conseillers du prince, les conseillers de notre président, des politiques, etc., sont rarement des universitaires. Et je pense que ça tient en grande partie au fait que les enseignements qui sont dispensés à l'économie sont plus dans une logique scientiste de modélisation, qui a sa justification bien évidemment, mais de moins en moins avec une assise finalement basée sur l'histoire de la pensée économique, sur la réflexion ou la distanciation critique que l'on peut avoir par rapport finalement à des événements. Et conseiller le prince, c'est aussi finalement éviter précisément qu'il y ait des malentendus entre les actions que l'on peut avoir, les résultats que l'on en attend et le consentement finalement des citoyens à l'accepter comme tel. Eh bien, merci Philippe Gilles. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'actualité des textes fondateurs, Smith, Marx et Keynes. Merci beaucoup.